Dans la France Bouge, on déniche des talents comme vous, Adrien Flon. Vous êtes le cofondateur de Carbone. Europe 1, la France bouge. La pépite. Adrien, vous avez 35 ans, c'est ça? Absolument. Votre entreprise a été créée il y a un an. Un an et demi, ouais. Un an et Un peu moins demi. de 2 Et ans. on peut dire que vous êtes un passionné d'immobilier. Effectivement, à la base, on est avec mon associé, on est tous les deux des passionnés d'immobilier. On a passé 10 ans dans l'immobilier commercial. Dans l'immobilier commercial, mais ça fait très longtemps que vous aviez envie de monter votre boîte, de vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais avec un lien avec l'impact environnemental, avec l'environnement, quelque chose qui vous donne du sens. Absolument. Et vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, la consommation des bâtiments, c'est un des plus gros émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, entre 25 et 30% en fonction des pays. Et aujourd'hui, il n'y a effectivement pas grand-chose qui a été fait. Donc l'idée, c'était de pouvoir essayer de construire des solutions. Profiter de la période, vous pouvez le dire. Hein. Non, mais profiter, on va dire construire plutôt des solutions pour accélérer cette transition et atteindre, parce que la société s'appelle Carbone avec un zéro, donc c'est une utopie d'atteindre de zéro carbone, mais en tout cas d'essayer de tendre vers une neutralité carbone des bâtiments. Mais comment vous passez de vos métiers précédents, de vos postes précédents à l'entrepreneuriat? Vous étiez dans des belles boîtes, hein. Vous avez travaillé chez Unibail Rodamco, les centres commerciaux. Ouais. Vous avez travaillé chez Louis Dreyfus pour des négoces de matières premières. Comment on arrive à se dire, bon, ben, finalement, je vais passer le cap et je vais devenir entrepreneur? Alors, il y a beaucoup de travail. Moi, j'ai passé à peu près plus d'un an et demi de recherche, de lecture, de rencontres. J'ai dû rencontrer, je pense, plus de 300 personnes que je contactais sur LinkedIn pour essayer de comprendre comment fonctionnait justement ce marché de la rénovation énergétique. Et puis après, trouver le bon associé, ce qui a été le cas aussi, de construire ensemble. C'est qui votre associé? Donc Stanislas de Gabrielli, qui est le cofondateur de Carbone. Vous l'avez rencontré, c'est quoi? C'est une histoire d'école ou alors, on s'est rencontrés sur les bancs d'Unibail. On s'est un peu croisés à l'époque. Et puis on est resté en contact, on avait quelques amis en commun. Donc l'idée c'était de pouvoir, comme dans un mariage, se rassembler, et c'est ce qu'on a fait. Et puis ensuite on a eu la chance de recruter les bonnes personnes, ultra compétentes, très techniques. Donc avec une expertise. Avec une expertise absolument, qui venait de grands groupes, qui en fait mettaient en place des solutions de rénovation, enfin plutôt de transition énergétique, plutôt pour les industriels. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir justement s'inspirer de tout ce qui a été fait dans l'industrie depuis une trentaine d'années pour pouvoir l'appliquer aujourd'hui au tertiaire. Alors aujourd'hui, vous avez votre entreprise, elle s'appelle Carbone. Vous êtes combien? Il y a votre associé, il y a vous et... Absolument. Donc là, on et est les une experts, vingtaine de personnes. Quand même, c'est bien en un an et demi. Ouais, c'est bien. On et vous continue à avez fait grossir. comment? Avec vos fonds propres, vous avez levé des fonds? Alors, on a levé, on a fait on appelle ça une levée en seed, donc c'est de l'amorçage. On a levé, on va dire, 1,4 million plus un peu de financement de BPI. La banque publique. Exactement. Et ensuite, on a créé un partenariat avec un fonds qui s'appelle Tikeo Capital pour financer les projets de rénovation énergétique à hauteur de 25 millions d'euros. Ça s'appelle Carbone. C'est à vous de nous expliquer concrètement ce que c'est et à quoi ça sert. Vous aussi, vous avez 1 minute. On vous écoute, top chrono. Alors, donc, Carbone, c'est une société qui permet d'accompagner les propriétaires et utilisateurs institutionnels dans la transition énergétique de leur patrimoine. On gère tout de A à Z, donc c'est-à-dire l'audit en passant par les travaux. L'engagement de performance, on s'engage quand on dit qu'on va faire moins 40, moins 50, moins 60% à le réaliser. Et ensuite, le cas échéant, de venir financer l'intégralité des investissements et de pouvoir se rembourser à terme avec les économies d'énergie qui sont générées. 30 secondes, merci, au revoir. La même chose. Non, mais c'était très clair. Alors, c'est pas vite fait bien fait, mais... Non, mais c'était très clair. Je vous remercie de vous être prêté à l'exercice, Adrien Flon, cofondateur de Carbone. Vous êtes ici dans La France Bouge, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Avant de passer aux solutions, je me tourne vers Bertrand Allard, directeur marketing de Point P. Quel regard portez-vous sur Carbone? Est-ce que c'est complémentaire avec ce que vous faites? Alors oui, complémentaire, parce qu'effectivement, on est peu sur ce métier du tertiaire. Nous, Point P, c'est au travers de nos clients, on est quand même plutôt sur le résidentiel, même si on le regarde en ce moment beaucoup, parce que précisément, comme on l'a dit tout à l'heure, que le marché de la construction neuve résidentielle baisse. Donc on va aller voir du... Et puis en revanche, il y a des choses qui résonnent beaucoup avec nous, notamment autour de l'expertise. Je parlais tout à l'heure de l'expertise de nos propres équipes pour conseiller nos clients, ou autour de ce que tu as dit sur la notion d'engagement de performance. Là, je crois qu'il y a Ça veut dire quoi l'engagement de performance? C'est-à-dire on appelle ça des contrats de performance énergétique. Alors c'est un petit peu technique, mais l'idée c'est juste de dire que la personne qui va faire les travaux va permettre de du coup réduire la consommation du bâtiment et va s'engager financièrement à ce que cette réduction soit bel et bien le cas.
Donc si vous dites que vous allez faire moins 40% de consommation Franchement, ça se vend. sur le Vous bâtiment. me dites ça, on y va, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans l'industrie depuis une trentaine d'années. On va dire que c'était eux les premiers concernés par les augmentations, on va dire, un peu sporadiques du coût de l'énergie, parce que c'était leur deuxième poste de dépense. C'était un peu moins appliqué au tertiaire. Juste préciser, le tertiaire, c'est pas uniquement des bureaux. Le Ouais, c'est tertiaire, quoi? C'est les hôpitaux, c'est les hôpitaux, c'est effectivement tout ce qui est collectivité, tout ce qui est lycée, tout ce qui est école, tout ce qui est... vous Donc avez c'est aussi les des marchés logistiques. publics, vos clients, alors. Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, Mais on vise... c'est ce que vous visez. À terme, oui, effectivement, on sera en mesure de pouvoir viser les collectivités publiques. C'est juste qu'on connaît mieux le tertiaire pour l'instant. Donc, effectivement, pour finir, c'est logistique, centres commerciaux, retail park. En fait, tout ce qui est moins visible que la maison, mais dont on se sert tous les jours. Si vous êtes parmi nous ce soir, Adrien Flon, c'est aussi parce que vous avez des besoins. La France Bouge est là pour vous tendre la main, pour vous aider, grâce à une coach experte. Et c'est le moment des conseils de la France Bouge. Europe 1, Le réseau La France Bouge. Avec vous, Marie Sermatira, ça va bien? Très bien, merci. Vous avez une vraie expertise, vous avez monté votre boîte. On peut rappeler un peu votre parcours quand même. Avec plaisir. Vous avez monté votre entreprise. Tout à fait. Quand j'avais 22 ans, j'avais créé une société qui s'appelle Treatwell, qui est devenue la première centrale de réservation de soins de beauté et bien-être. J'ai passé ensuite quelques années chez L'Oréal, où j'ai été Chief Digital Officer d'une des divisions du groupe. Et j'ai rejoint une PME il y a 2 ans et demi, dans le but d'accélérer sa croissance. Une PME qui s'appelle Cosfibel. C'est les emballages. Et dans le métier, le packaging de luxe. Packaging de luxe, c'est toujours très beau. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous allez donner des conseils, parce que vous avez une réelle expertise dans l'entrepreneuriat. Adrien, vous avez comme besoin, d'abord, vous souhaitez devenir rentable. Alors oui, absolument. On le cherche assez rapidement d'ailleurs. Donc il faudrait faire des levées de fonds pour y parvenir? Alors non, justement, on va essayer de s'affranchir de levées de fonds, en tout cas sur la partie développement. Sur la partie, pour le coup, financement des projets, on sera en constante levée. Donc ce qu'on appelle des levées infrastructures pour financer les projets de photovoltaïque, les projets d'efficacité. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de limite. Je rappelle que le marché, uniquement sur le niveau tertiaire, ça représente à peu près 2700 milliards d'investissements en Europe d'ici 2030-2035. Et en France, uniquement en France, vous avez à peu près 1 milliard de mètres carrés à rénover. Uniquement sur le tertiaire. Donc il y a du business potentiel. Absolument. On peut dire ça comme ça. Marie, d'abord, qu'avez-vous pensé de son pitch et de la start-up? Quel regard portez-vous? Moi, je trouve que l'idée est très bonne. L'idée de Carbone est très bonne. Je trouve que c'est top d'avoir une solution qui soit clé en main et qui couvre absolument tout, du diagnostic jusqu'à la solution. Et avec le financement, je pense que c'est aussi parfaitement dans l'air du temps. Ça compte quand on lance son entreprise. Cette idée, il y a 10 ans, ça ne serait pas la même chose. Là, on est vraiment au bon moment. L'énergie, comme vous le savez, on en a parlé déjà, les coûts s'envolent. Il y a le décret tertiaire qui est paru en 2019, qui oblige tous les immeubles tertiaires, justement, dont on parlait, à réduire leur consommation, je crois, de 40%. Absolument. D'ici 2030. Vous parlez d'économie d'à peu près 40%, donc ça tombe bien. Donc ça me semble parfaitement aligné avec les besoins du marché aujourd'hui. Le business model semble extrêmement novateur. Le fait de financer, si j'ai bien compris, les équipements et vous rémunérer ensuite sur les gains d'énergie. Ça veut dire que si par exemple, donc c'est pour des professionnels, ils souhaitent rénover leur bâtiment, ils n'ont rien à payer au début? Effectivement, c'est incroyable. Le but, c'est effectivement qu'ils aient absolument rien à payer, rien à sortir de leur poche. Même les coûts d'études, on les réintègre dans le financement. Et ensuite, on va construire un business plan de telle sorte à ce que l'économie d'énergie va couvrir le remboursement de l'investissement des nouveaux équipements et du coût du financement. Marie, c'est novateur un tel business plan, non? Un modèle, c'est novateur, un modèle ça existe, c'est quand même éprouvé, donc c'est pas non plus risqué, au contraire. Mais en revanche, c'est novateur dans ce métier, j'imagine. Et surtout, ça accélère, à mon avis, la capacité à convaincre le client. Et c'est toujours bien pour une start-up de vite avoir de nouveaux clients et de pouvoir, en effet, atteindre ainsi la rentabilité. Pour moi, il reste des enjeux, évidemment. Il y a des enjeux, des questionnements, j'imagine. Des questionnements. Vous parliez en effet d'atteindre la rentabilité. Ça, j'imagine que vous avez toutes les recettes pour y arriver. Vous avez un sujet cash que vous mentionniez, puisqu'il faut bien financer ces investissements, mais ce n'est pas un sujet de rentabilité. Vous pouvez résoudre ça, comme vous le disiez, par d'autres solutions que des levées de fonds. Je trouve ça assez sain, en tout cas, de ne pas vous précipiter vers la levée de fonds pour la levée de fonds. Il y en a de plus en plus, j'ai remarqué là, depuis dernièrement, il y a de plus en plus de start-up qui ne sont pas dans la levée de fonds pour la levée de fonds. On est en train d'éprouver le modèle, d'éprouver si on a des clients, et ensuite, j'ai l'impression que la deuxième étape, c'est la levée de fonds. Tout à fait. Et puis, vu le contexte, je crois que c'est plutôt plus raisonnable en ce moment. On lève vraiment moins facilement. vous voyez, vous. Alors, moi, aujourd'hui, je suis plus dans ce monde-là. Mais
ce que j'entends d'amis entrepreneurs, ce que je vois du marché, en effet, c'est que aujourd'hui, tout le monde est un peu en attente de voir ce qui va se passer. L'attentisme autour de la levée de fonds. En tout cas, on va éprouver le modèle. Voilà, vaut mieux prendre le temps d'éprouver le modèle et de lever ensuite. J'imagine que vous avez certainement un point, et je serais heureuse de vous entendre à ce sujet, sur le nombre d'interlocuteurs. J'imagine que vous avez plusieurs interlocuteurs à chaque fois que vous voulez avoir un nouveau client. Il y a le propriétaire qui est engagé, il y a le locataire, j'imagine, qui a peut-être son mot à dire. Il y a peut-être la municipalité, ou en tout cas ceux qui doivent délivrer des permis de construire. J'imagine qu'il y a plein d'interlocuteurs, et j'imagine que c'est certainement un des points de complexité qui fait que vous avez une barrière à l'entrée que vous constituez, mais en même temps qui doit vous freiner dans votre développement. C'est un très très bon point, effectivement. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que de par notre, on va dire, passé dans l'immobilier institutionnel, on connaît un certain nombre d'investisseurs. Et l'idée, c'est justement de commencer à connaître de plus en plus les utilisateurs. On le fait notamment avec des opérateurs hôteliers, où on va voir d'un côté les opérateurs et de l'autre côté les propriétaires pour essayer de trouver des solutions ensemble. Parce que, effectivement, je ne l'avais pas forcément mentionné, ce décret tertiaire vous oblige à réduire de 40% Il date de 2019, c'est ça. Exactement, mise en application à partir de 2022, avec une année de référence que vous devez sélectionner sur les 10 dernières années, et vous devez réduire votre facture d'énergie de 40%. Et ça concerne les bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels. Absolument, tous les bâtiments qui font plus de 1000 m², oui. Et qui ne sont pas du résidentiel. Donc ça en fait un certain nombre. Et donc vous avez, comme je vous disais, à peu près aujourd'hui en Europe, 85% de ces bâtiments qui sont considérés comme non efficients ou non décret tertiaire compatibles. Donc il y a beaucoup de travail à mettre en œuvre. Et donc, effectivement, pour répondre à votre question, il y a une complexité pour convaincre le propriétaire, une complexité pour convaincre l'opérateur que c'est bénéfique. On va dire que les arguments ne sont pas forcément les mêmes pour convaincre l'un et l'autre. On a aussi, parce qu'on fait beaucoup de photovoltaïque, tout ce qui est ombrière sur les parkings, tout ce qui est photovoltaïque en toiture, donc il y a beaucoup d'autorisations administratives à obtenir, et c'est pas toujours simple, ça prend du temps. Voilà, mais c'est un très bon point. Ça rajoute aussi des barrières à l'entrée de pouvoir gérer toutes ces complexités. Après, ce qui est sûr, c'est que l'argument massu de pouvoir financer l'intégralité des capex, des investissements, pardon, c'est quelque chose qui en général, en tout cas côté opérateur ou côté utilisateur, séduit quand même beaucoup. Bertrand, alors, il n'y a pas des choses à faire? Point P, carbone, on est là pour faire des ponts aussi, c'est la promesse de l'émission. En tout cas, la première chose qui me semble intéressante, là, c'est cette notion de financement, ça c'est clair. Parce qu'en fait, le problème dans la rénovation énergétique, on va dire dans le résidentiel, c'est justement le financement du projet avec ce qu'on appelle le financement du reste à charge. Il y a déjà des aides de l'État, mais en gros, il reste toujours quelque chose que les foyers doivent financer. Et donc là, on cherche des solutions. Nous, on regarde ce qu'on pourrait faire en montant des partenariats avec les organismes financiers. Il y a les banques qui commencent, on sent bien, à venir sur ce sujet de financer les travaux de rénovation énergétique. Donc cette idée, elle me paraît hyper bonne. En tout cas, on pourrait s'inspirer du B2B pour voir comment il y a quelque chose où on... Voilà. Quel carnet d'adresses on pourrait partager là? Je crois, Marie, il y a peut-être des choses pour pouvoir qu'ils puissent se développer plus rapidement, Adrien? Bon, je pense que a priori, on a mentionné deux, c'est à la fois les trois, même les opérateurs, les propriétaires et les municipalités, en tout cas ceux qui peuvent vous accorder des. Donc c'est vraiment trois populations radicalement différentes. J'imagine que vous êtes déjà en contact avec plein de foncières, mais si on peut. Oui, bien sûr. On est ravis de pouvoir rencontrer de nouveaux prospects, de nouveaux clients tous les jours. Effectivement, côté utilisateur, le marché est encore plus gros, donc, et on les connaît évidemment pas tous, donc on fait un peu pour l'instant avec le temps qu'on a. Mais évidemment, on serait évidemment ravis de pouvoir échanger avec des franchisés hôteliers, avec des centres de loisirs, des campings. Enfin, il y a pas mal de clients aujourd'hui qu'on souhaiterait pouvoir adresser de manière un peu plus large. Vous restez avec nous sur Europe 1. Il y a combien de salariés chez Point P, Bertrand, alors? Il y a 11 000 personnes. 11 000 personnes. Alors, comment vous arrivez à concilier vie pro, vie privée? Il y a plein de choses. Il y a aussi tout l'enjeu de la formation des artisans. Vous restez avec nous sur Europe 1. Excellente soirée. On va faire une pause musicale avec John Lennon et Instant Karma. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? It's up to you, yeah, you. It's a
karma's gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. How in the world you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? Well, right you are. Where we all shine on. Like the moon and the stars and the sun. Where we all shine on. Everyone, come on. Instant karma's gonna get you. Gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet. Why in the world are we here? Surely not to live in pain and fear. Why on earth are you there? When you're everywhere, come and get your share. Where we all shine on. Like the moon and the stars and the sun. Yeah, we all shine on. Come on and on and on and on. Yeah, yeah. All right. Where we all shine on. Like the moon and the stars and the sun. Yeah, we all shine on. On and on and on and on. Where we all shine on. Like the moon and the stars and the sun. Where we all shine on. Like the moon and the stars and the sun. Where we all shine on. Like the moon. C'était John Lennon. C'était John Lennon, Instant Karma sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth La Assayag. France bouge au service de l'entrepreneuriat, des idées, des solutions. Ça se passe sur Europe 1 entre 20h et 21h. Et elle bouge, cette France. On le voit à chaque instant. Et ce soir, nous parlons de rénovation énergétique. Et oui, pourquoi ? Parce que le bâtiment, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Donc, il faut faire des travaux aujourd'hui. Et en plus, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Bertrand Allard. Vous êtes le directeur marketing de Point P. Vu que le logement neuf s'effondre, on peut le dire comme ça. Enfin, on va dire que c'est un fort ralentissement. Voilà. Eh bien, il faut rénover son bâtiment, que ce soit une vieille maison, que ce soit des bâtiments des années 70, des bâtiments plus récents. Il faut les rénover. Heureusement, il y a des aides et on en parle avec vous depuis le début de l'émission. Nous sommes toujours avec Adrien Flon, cofondateur de Carbone, et avec notre coach de ce soir, c'est Marie Sermadiras, directrice générale de Cosfibel. Justement, vous nous disiez tout à l'heure, Bertrand Allard, 11 000 salariés chez Point P. C'est le moment de vous demander comment vont-ils ? Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Eh oui, parce que 11 000 salariés, c'est important, le bien-être au travail, c'est important de prendre soin des salariés, c'est important d'accompagner leur formation. Justement, à ce sujet, vous accompagnez les jeunes artisans pour qu'ils se lancent eux aussi dans l'entrepreneuriat ? Alors oui, donc on va parler des salariés, mais peut-être d'abord de nos clients, effectivement, parce que ce que l'on fait pour eux, Pardon, les artisans, ce sont les clients. c'est nos clients. D'accord, parce que moi, oui. Alors, Allez-y. Oui, Je... allez-y. C'est vrai. On peut parler de nos clients artisans d'abord, parce qu'on a lancé là, il y a maintenant près de 2 ans un partenariat avec des CFA. Donc avec des centres de formation. des centres de formation d'apprentis, avec une marque qui s'appelle l'École des bâtisseurs. dont Très beau nom. Merci. Non, c'est vrai. C'est vrai que la notion de bâtir, je pense, explique bien ce que font nos clients artisans. Et notre objectif, c'était d'aider finalement la filière du bâtiment, en tout cas de contribuer à recruter des jeunes. Est-ce que c'est compliqué ? C'est assez difficile et nos Aussi. clients artisans et entrepreneurs avaient souvent du mal. Et en tout cas, il y avait un peu un défaut de vocation. Donc nous, on cherche à y contribuer. On a une dizaine de classes ouvertes maintenant partout en Donc vous France. formez vos clients finalement. On va dire ça a comme des ça. partenariats avec des organismes qui forment nos futurs clients. Bon, il y a un peu de ça, mais il y a aussi cette idée d'apporter une contribution dans la filière du bâtiment
avec des choses qu'on sait bien faire. Vous parliez des 11 000 salariés, donc on sait relativement bien recruter. On a beaucoup d'équipes qui font ça. Donc on aide les CFA à recruter. On parlait de réseaux sociaux, donc il y a aussi des manières d'attirer des jeunes aujourd'hui au travers des réseaux sociaux, Donc y à compris sur travers, TikTok. donc à travers TikTok, à travers Voilà. LinkedIn, LinkedIn, j'imagine. et c'est une manière d'aider en tout cas à recruter. Et la deuxième aide qu'on peut apporter, comme on est au contact justement quotidien des artisans et des entreprises du bâtiment, on peut plus facilement trouver des entreprises qui accueillent des apprentis pour la suite de leur Ça, formation. c'est formidable. Donc, il y a le volet client artisan et le volet des 11 000 salariés. Ils sont tous en France. Alors, Parce que Point tout est en P France. exclusivement Point en P, France. Oui. exclusivement en France. Est-ce que vous avez mis en place des initiatives positives qui améliorent leur qualité de vie au travail? Je crois qu'il y a une Alors, histoire de vélo. Oui, alors il y a une histoire de vélo. En fait, sur le vélo, on essaye d'être en ligne avec ce que nous disons. On dit qu'on veut contribuer à la décarbonation au travers des offres de produits qu'on propose. Donc, d'une certaine manière, on cherche aussi à décarboner nos modes de transport. Donc là, il y a un partenariat avec une start-up qui s'appelle Zenride, où c'est une sorte de leasing de vélo qui marche Pour assez bien. l'entreprise. Pour l'entreprise, Et pour les ça a du salariés. succès, les salariés Ça a du succès. Alors, ça a du succès surtout dans les équipes de siège, puisque ça permet de facilement passer d'une voiture à un vélo électrique. Ça, c'est pour les équipes du siège. Vous avez des ateliers. Je crois qu'il y a un point P maximum à 20 km de chantier. C'est ça que vous C'est essayez de faire à à moins chaque d'une fois? demi-heure d'un chantier. Donc ça, c'est les 1000 points de vente partout en France. Mmh. C'est vrai que vous voyez, on le dit, 11 000 personnes, 1000 points de vente. Donc vous comprenez bien qu'il y a un sujet de décentralisation. C'est donc un réseau Il y a un important. maillage partout en Oui, France. et donc c'est aussi, je pense que dans notre métier, on a la chance d'être dans un secteur plutôt sympa, il faut le dire. Et chaque agence, c'est un peu une petite communauté de personnes qui se voient régulièrement en fait. Je dirais que le métier de distributeur en matériaux, la spécificité, c'est que les clients viennent parfois tous les jours. Et donc, il y a au niveau d'un point de vente une espèce de communauté de gens qui se connaissent. Il y a le client, nos équipes, les intervenants aussi, les commerciaux des industriels et des fournisseurs. Et donc, c'est des gens qui se connaissent. Je trouve que ça permet un certain bien-être au travail. Vous employez le mot d'être- communauté, donc on va Oui. au-delà des liens du travail. Oui, je trouve que, si un jour, si vous venez dans un point P, vous le verrez. C'est-à-dire que souvent, nos équipes se connaissent les clients, et ça fait une petite communauté que nous, on cherche à réunir dans une communauté de clients et de collaborateurs qu'on appelle Génération Artisan, qui permettent de partager à une autre échelle que la simple échelle du point de Parce vente. que le cœur du métier, même si vous proposez des solutions, le cœur du métier, vos clients, c'est quand même l'artisanat. Ce sont les artisans. C'est qui les vont artisans faire et les petites le entreprises, travail. ouais. Et donc, Les entreprises. c'est eux qu'on voit tous les jours. Et parmi vos employés, quel est le ratio homme-femme? Parce qu'on sait que le bricolage, les matériaux, c'est souvent un domaine d'hommes Mais c'est encore. masculin, non? Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Et là, je ne sortirai pas la bonne stat, donc je ne vais peut-être pas le dire le chiffre. Ce que je peux dire, c'est que oui, c'est quand même, il y a une prédominance masculine évidente dans nos employés et chez nos clients. Ça, c'est très clair. Alors, pour le coup, nous, chez WP, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire on veut contribuer à féminiser nos métiers. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts. En revanche, c'est sûr que c'est plus facile d'embaucher des femmes sur des fonctions, on va dire, un peu plus back-office Ouais. que parfois dans des métiers, nous, où les magasiniers sont dehors. Il y a des choses un peu plus difficiles, mais on y travaille. Mais les petit à femmes petit. peuvent être dehors aussi. Hein. Et d'ailleurs, petit symbole, je vous parlais du foot. On Ouais. est quand même la seule marque qui sponsorise et le foot La- masculin. La Ligue de football professionnel. le foot féminin. Ah bah voilà. Donc, Je le souligne quand même, non, c'est mais un effort symbolique, C'est mais important. qui d'une certaine manière, montre ce que l'on veut faire nous-mêmes en interne avec nos équipes. Vous parlez de magasinier. Quels sont les métiers que vous retrouvez le plus souvent dans vos ateliers? Nous, chez Point P, il y a vraiment deux fonctions essentielles. Il y a tout ce qui concerne le contact client. Donc, les commerciaux, on a par exemple 840 commerciaux qui circulent en France. Il y a 2600 vendeurs, donc ça, c'est vraiment tout le contact client. Et puis aussi toutes les équipes qui servent les clients donc, dans nos points de vente. C'est des produits assez lourds, donc c'est des magasiniers, c'est-à-dire des personnes qui vont charger le véhicule de nos clients dans la cour de l'agence. Adrien, Flon, vous voulez ajouter sur les magasiniers, sur les artisans, sur ces métiers dont on a besoin de recruter? C'est compliqué. Non, je pense qu'il y a un point qui est très très important et ça va être un vrai défi qu'on va rencontrer dans les années qui viennent, c'est effectivement la formation et d'avoir la ressource humaine nécessaire pour pouvoir répondre à ce besoin de rénovation énergétique, transition énergétique. Parce que ça, Donc on a les solutions, mais on n'a peut-être pas forcément la main-d'œuvre. en tout cas, avec l'afflux de demande, on l'aura de moins en moins. Et donc c'est vrai que ça va être un point un peu bloquant à un moment. Donc nous on essaye, on a organisé à notre petite échelle, hein, on n'est pas aussi nombreux que Point P, mais une académie au sein de Carbone pour former les plus jeunes.
Oui, déjà, avec une start-up, c'est bien, je trouve, d'avoir pensé déjà à l'académie, à la formation. C'est ces jeunes-là qui vont justement faire les experts de demain, les experts énergéticiens de demain, les énergie managers de demain, les chefs de projet photovoltaïques C'est de des demain. métiers énergie manager? Énergie manager, C'est c'est un quoi? Il métier. fait quoi comme métier? C'est quoi? L'énergie manager, c'est la personne qui est en charge plutôt de la partie audit, identification des actions d'économie d'énergie. Ok, donc il va analyser le diagnostic énergétique Exactement, du il va bâtiment. aller sur place, Hmm. il ou elle d'ailleurs, Énergie manager. parce qu'on a évidemment, alors on n'est pas à la parité, mais on essaie, on essaie de le tendre, mais il ou elle va aller sur place, regarder les équipements techniques qui fonctionnent plus ou moins bien. Est-ce que vous êtes chauffé au fioul, au gaz, pompe à chaleur, etc. Et donc c'est effectivement un métier qui sera en tension et on a besoin d'avoir des talents, des ressources et on a besoin de former beaucoup plus sur ces métiers-là. Donc vous lancez un appel. Venez, Aussi, hein. on lance aussi un appel là-dessus. Ouais. Ouais, il y a des... Marie. Je trouve je connais beaucoup moins ce métier, ce segment que Bertrand et Adrien, mais je trouve qu'au global, les gens manquent énormément de vocation. Il y a de plus en plus de choix généralistes, Ouais. de métiers généralistes, mais de moins en moins d'expertise Parce que ça, technique. vous avez raison, Marie, c'est des métiers de précision. Des métiers de précision, des métiers d'expertise. Et des métiers d'expertise, il y en a dans tous les domaines. On parle bâtiment, on parle rénovation, mais dans le packaging, il y en a évidemment. Et c'est de plus en plus difficile d'identifier ces talents-là, de les faire grandir, de les former. Et je pense qu'il faut vraiment recommencer à essayer de créer ces vocations dès l'école pour ces métiers d'experts qui, aujourd'hui, j'ai l'impression, tentent moins de jeunes que Ouais, les ils métiers sont de moins attractifs. généralistes. C'est pour ça, vous aussi, vous passez par les réseaux sociaux parce que c'est là où on peut les toucher. Alors oui, on passe évidemment par les réseaux. Après, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que il y a quand même de plus en plus, la nouvelle génération, celle qui va arriver sur le marché du travail, a besoin d'avoir du sens dans son métier au quotidien. Et donc savoir que quand on va rénover un bâtiment tertiaire, par exemple, on va réduire de 60% l'impact environnemental du bâtiment, c'est quelque chose qui compte. Et on sait vraiment le préciser et le calculer précisément. Donc déjà, je pense que ça, c'est plutôt une bonne chose parce que de plus en plus, les ingénieurs qui cherchent un peu des vocations, qui sont un peu généralistes à l'école, vont peut-être flécher vers des métiers un peu plus précis. Et donc, c'est plutôt à nous de leur dire, écoutez, c'est des métiers qui sont Mais quand vous dites super que sexy. vous formez, et vous, Bertrand Allard et Adrien Flon, est-ce qu'on peut arriver sans avoir aucune expérience et où il faut quand même un petit bagage? Un background quand même, enfin en tout cas nous concernant, après je connais Oui. moins pour Pimpé, mais pour nous concernant, il faut quand même un background d'ingénieur. Nous 90% des personnes Donc qui une travaillent école chez Carbone, d'ingénieur, au moins. on fait une Alors école que nous, d'ingénieur. effectivement, on peut prendre des Vous- personnes Autodidacte. autodidactes, ou en tout Ou cas sans formation dont particulière. on les formera à nos métiers. Ouais.